Convaincu de mon échec, mon frère en or a engagé un détective privé pour m'exposer sans savoir qu'il révélerait mon succès multimillionnaire et mettrait au jour la ruine de ses propres mensonges et dettes. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Ton soutien compte beaucoup pour nous. Si cette histoire te semble intéressante, laisse un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Maintenant, commençons l'histoire. Je m'appelle Ricardo et si tu demandes à ma famille, je suis l'éternel autre frère, celui qui n'a jamais été à la hauteur. J'ai grandi dans un petit village où tout le monde se connaît et la vie de chacun est un sujet de conversation à la place du village et dans les églises. Cette visibilité constante, cette pression sociale pour réussir, se multiplie par 10 quand tu viens d'une famille comme la mienne. Mes parents, maman Elena et papa Miguel, sont des gens d'avant, très traditionnalistes. Maman est toujours préoccupée par le regard des autres, par garder les apparences parfaites. Papa est plus silencieux, mais son regard jugeait plus que 1000 mots. Moi, le fils du milieu, je n'ai jamais été celui qui rentrait dans leur moule. Le contraste, c'était mon grand frère Javier. Il était le frère en or. Depuis petit, tout lui réussissait. Sportif, sociable, toujours entouré d'amis, il avait de bonnes notes sans effort apparent. Il savait bien parler pour convaincre n'importe qui. Il était la fierté de mes parents, le fils qui les faisait toujours bien paraître. Aujourd'hui, à presque 40 ans, Javier est un vendeur à succès dans une concession de voitures de luxe dans la ville voisine. Il habite une grande maison en banlieue, avec une femme qu'il décrit lui-même comme son trophée, silencieuse, impeccable, et 2 fils qu'il montre comme s'ils allaient devenir des athlètes olympiques. Sa vie est en apparence la carte postale parfaite du succès. Javier a toujours ressenti le besoin de me guider dans la vie, comme si mon existence était un projet raté que lui, le frère en or, avait l'obligation morale de sauver. Mais ses conseils ne ressemblaient jamais à de l'aide, c'étaient des sermons condescendants, une occasion pour lui de se vanter de ses réussites et de me rappeler subtilement à quel point j'étais loin d'être quelqu'un. À ton âge, j'avais déjà mon affaire qui marchait, tu devrais te trouver une épouse décente, te poser, arrêter tes jeux d'ordinateur et chercher un vrai boulot. Chaque phrase était un coup déguisé en fausse inquiétude. Et puis il y a les dîners du dimanche, le rituel sacré et redouté chaque semaine. Le voyage de 2 heures jusqu'à la maison de mes parents, 2 heures aller, 2 heures retour, 4 heures perdues de mon week-end pour 3 heures de torture à table. 3 heures à écouter Javier se vanter devant mes parents, à voir leur fierté, pendant que moi je me recroquevillais sur ma chaise. Jamais il ne disait directement que j'étais un incapable, mais le regard de pitié quand il parlait de mon travail avec les ordinateurs était aussi lourd que s'il me criait dessus. Tu devrais être plus comme ton frère. C'était la phrase qu'on entendait tout le temps, le refrain de mon existence familiale. Je soupire rien que d'y penser, la pression de ces soirées. Pourquoi est-ce que je continuais d'y aller? La docteure Isabelle, ma thérapeute, m'aide à comprendre qu'au fond je cherchais encore cette validation qui n'est jamais venue, cette petite étincelle de fierté dans leurs yeux pour moi. Une quête stupide, je sais, mais les blessures d'enfance sont profondes. Je n'étais pas un enfant facile, du moins pas pour eux. J'étais sensible, introverti, mon asthme qui me coupait le souffle et m'effrayait était minimisé par mes parents comme de simples nerfs ou un manque d'air frais. Ils ne comprenaient pas que c'était une vraie maladie. Je me sentais faible, différent. Je n'étais pas bon en sport, que papa Miguel valorisait tant, ni doué comme Javier pour me faire des amis facilement. Je me réfugiais dans mon propre monde, livres, BD, et très vite les ordinateurs. Là, dans cet univers digital, je me sentais fort, capable. Mais à la maison, c'était vu comme une excentricité, une perte de temps pour un jeune qui devait socialiser ou apprendre un métier d'homme. Les comparaisons constantes avec Javier, ses exploits sportifs ou sociaux, renforçaient juste le sentiment que j'étais une version ratée, un brouillon mal fait. À l'école, mes notes étaient moyennes, je peinais à me concentrer, je me sentais à côté de la plaque. Après le lycée, ma moyenne ne valait pas grand-chose. Pourtant, avec les économies de petit boulot, j'ai essayé l'université, mais je l'ai quitté en 2e année après un gros conflit familial. Rien d'important à détailler, juste une autre preuve qu'ils ne me comprenaient pas. Pour eux, c'était la confirmation que je n'avais pas de discipline. Un autre échec de ma part. C'était dur, mais avec le recul, c'était le coup de pied dont j'avais besoin pour chercher mon propre chemin, loin de leurs attentes et jugements. Ma petite sœur Sophia est entrée en scène quand moi je partais. Elle est la princesse, la dernière, la plus choyée. Elle a grandi dans une famille déjà marquée par le favoritisme envers Javier. Nous n'étions pas proches quand nous étions jeunes. Maintenant adulte, mariée très jeune et mère de 3 enfants, parfois je vois en elle, ou plutôt dans la façon dont elle me parle, un écho de mes parents ou de Javier. Comme si c'était plus facile de suivre la critique que de remettre en question la dynamique familiale. Mais je remarque aussi chez elle une certaine douceur, un besoin apparent de s'intégrer,
qui me fait penser qu'au fond, elle non plus n'est pas complètement heureuse ou comprise. Je vois un peu de moi dans sa fille du milieu, celle qui semble la plus perdue et silencieuse au milieu du brouhaha. Après avoir quitté l'université, j'ai travaillé un moment dans une boutique de BD et jeux vidéo. Je souris en y pensant, c'était mon sanctuaire. Là, j'ai rencontré mon associé, un autre geek passionné avec une vision incroyable. Nous avons décidé de monter une entreprise de support et solutions informatiques. On a commencé petit, vraiment petit, nuit blanche, café froid, résoudre des problèmes informatiques dans des endroits improbables. Mais on avait faim et du talent. L'entreprise a grandi, et vite, beaucoup plus vite et plus grande que ce qu'on avait jamais imaginé. Il y a quelques années, une grande société technologique nous a repérés et nous a rachetés. Une acquisition importante. Dans l'accord, j'ai reçu une grosse somme d'argent et des actions. J'ai décidé d'investir prudemment, diversifier. Certaines de mes affaires ont été incroyablement rentables. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que j'étale partout, mais mes actifs dépassent largement $1 million. Je mène une vie confortable, oui, mais volontairement modeste. Je n'ai pas besoin de voitures chères ni de grandes maisons pour me sentir réussi. Mon appartement est simple mais accueillant. Mes meubles sont d'occasion. Je conduis toujours une vieille voiture fiable. Actuellement, je travaille en freelance dans une start-up prometteuse, profitant de l'adrénaline de construire quelque chose de nouveau. Garder mon succès secret n'était pas seulement par rancune. J'avais essayé de leur parler de mon travail en technologie, mais Javier m'interrompait avec des blagues. Mes parents faisaient une mine ennuyée et dénigraient mon monde comme des choses d'enfant. Je me suis lassé d'essayer de faire valider quelque chose qu'ils ne voulaient pas comprendre. En plus, je craignais, à juste titre, que s'ils connaissaient l'ampleur de ma fortune, tout changerait. Ils ne s'intéresseraient plus à moi, mais à mon argent. Et honnêtement, il y avait une petite part mesquine en moi qui aimait leur ignorance, de les voir me juger sans avoir la moindre idée de la vérité. Les dimanches sont devenus de plus en plus insupportables. Javier semblait avoir besoin de compenser un manque intérieur par une vantardise excessive. Ces histoires devenaient de plus en plus exagérées. J'ai vendu 3 voitures de luxe à un seul client cette semaine, une commission de folie. Mon fils est une bête sur le terrain, déjà suivi par des recruteurs universitaires à 12 ans. Je viens de m'acheter un nouveau bateau pour pêcher au lac, une merveille. Ça m'a coûté comme un petit appartement, mais ça vaut chaque centime. Il parlait de sa maison, ses voitures, les exploits sportifs de ses enfants comme s'ils avaient gagné des médailles au JO, où il serait le seul compétiteur. Mes tentatives d'entrer dans la conversation étaient accueillies avec indifférence ou condescendance. Je travaillais sur un projet de cybersécurité pour une grosse banque. Avant que je termine, Javier m'interrompait. Cybersécurité ? Tu joues toujours avec des ordinateurs, Ricardo ? Tu devrais faire quelque chose d'utile. Mes parents acquiesçaient. C'était douloureux. Ce n'était pas seulement qu'ils ne comprenaient pas mon travail, ils le méprisaient activement, le réduisaient à un jeu pour invalider mes réussites. Mon cousin Esteban, le préféré de Javier, était toujours là, un gars bruyant qui travaille dans la vente et admire Javier aveuglément. Il riait aux blagues de Javier à mes dépens, me regardait avec ce mélange de pitié condescendante et de mépris de quelqu'un qui se croit supérieur. Sa présence amplifiait mon sentiment d'être le bizarre, celui qui n'appartient pas à ce monde d'hommes normaux et à succès. Seul oncle Carlos, le frère de ma mère, offrait un répit. Un homme calme avec des yeux perspicaces. Il participait rarement aux conversations bruyantes à table, mais parfois nos regards se croisaient, un regard de compréhension, peut-être de tristesse. Une fois, en sortant, il m'a posé la main sur l'épaule et a dit presque à voix basse. « Ne laisse pas les autres te définir, Ricardo. Tu es plus que ce qu'ils voient. » Cette phrase m'est restée. À table, je regardais juste son visage, une expression impassible, mais je sentais sa présence comme une encre. La pression a augmenté ces dernières semaines. Javier semblait plus nerveux, plus agressif dans ses vantardises. Il y a eu un petit incident lors d'une scène où nous avons un peu plus fort que d'habitude discuté sur un sujet insignifiant. Je crois que c'était sur des voitures. Sa réaction a été disproportionnée, presque frénétique. Je suis sorti de ce dîner en sentant que la corde allait casser. J'ai parlé avec la docteure Isabelle. Elle m'a aidé à voir que le désespoir de Javier n'était pas contre moi, mais quelque chose en lui. Mais je n'imaginais pas à quel point c'était vrai. La tension que j'ai ressentie au dernier dîner familial n'était pas infondée. Quelques jours plus tard, alors que j'étais dans mon appartement, j'ai reçu un appel de Javier. Son ton était inhabituellement doux, presque condescendant au début. Il a dit qu'il s'inquiétait pour moi, que mes parents aussi, que mon style de vie et mes problèmes. Il a mentionné subtilement mon histoire d'anxiété et ma lutte passée contre l'alcool, qu'eux avaient toujours minimisé mais se rappelaient quand ça les arrangeait. « Ricardo, dit-il d'une voix mielleuse, pour ton bien et pour que maman et papa soient tranquilles,
j'ai décidé de faire une petite enquête discrète, sur ton travail, ta situation actuelle, tu sais, juste pour être sûr que tu vas bien, que tu n'es pas dans des ennuis. Il parlait de contacts qui pouvaient obtenir rapidement des infos. Il présentait ça comme une faveur, un acte de fraternelle inquiétude. J'étais glacé. Une enquête sur ma vie. Mon premier instinct a été la colère. Comment osait-il violer ma vie privée comme ça? Qui se croyait-il? Mais la colère a laissé place à une détermination froide. J'ai compris tout de suite que ce n'était pas par souci, c'était une attaque. Javier voulait des preuves tangibles de mon échec, quelque chose à montrer à mes parents pour justifier sa propre supériorité et peut-être, s'il trouvait quelque chose de suffisamment mauvais, l'utiliser contre moi. Il voulait sûrement que le rapport dise que je vivais dans un taudis, endetté, sans vrai boulot. Il voulait valider son récit que j'étais le perdant de la famille. J'ai raccroché en faisant semblant d'avoir accepté comme une faveur, mais mon esprit était déjà en train de travailler. Quel contact? Comment comptait-il obtenir ces infos? Comme professionnel en cybersécurité, je sais combien il est facile de laisser des traces. L'idée que quelqu'un d'extérieur, payé par mon propre frère, fouille dans mes affaires me dégoûtait, mais ça a aussi allumé une étincelle stratégique en moi. Quelques jours plus tard, en vérifiant mes alertes de sécurité, un système que j'ai configuré pour surveiller les accès inhabituels à mes infos personnelles et financières, quelque chose de commun dans mon travail, une notification a sauté, une tentative d'accès à mon historique de crédit. La demande venait d'une entité que je ne reconnaissais pas tout de suite, un nom d'agence. J'ai cherché. L'agence était une entreprise d'investigation privée. Et oui, le nom correspondait vaguement à quelque chose que Javier avait mentionné. La confirmation a été un choc. Ce n'était pas une menace vide. Javier l'avait vraiment fait. Il avait payé un inconnu pour espionner ma vie. Le sentiment de trahison était immense. Jusqu'où irait-il pour me garder dans le rôle de l'échec? Mais l'indignation a laissé place à une résolution calme et froide. Il avait commencé le jeu, maintenant c'était à moi de jouer, et à ma façon. Javier avait utilisé un détective privé pour fouiller dans ma vie, une invasion directe de ma vie privée alimentée par sa propre insécurité et mesquinerie. Très bien, il voulait jouer sur ce terrain. Moi, avec mon expérience dans la sécurité et l'information, je savais exactement comment faire mieux. J'ai décidé de contacter une agence d'investigation privée, pas celle que Javier avait utilisée, bien sûr, même si j'ai trouvé ça ironique un moment. J'ai cherché une agence discrète, efficace et réputée. Je me suis présenté non pas comme l'échec que ma famille croyait, mais comme un professionnel de la sécurité avec une situation délicate à enquêter, une personne, sans dire que c'était mon frère. Au début, pour des raisons de due diligence et de protection d'actifs, mon histoire professionnelle leur a donné confiance. Mon but n'était pas de détruire Javier sans raison, mais de comprendre l'ampleur de son désespoir, de trouver la vérité derrière sa façade ostentatoire. Si j'allais me défendre de ces attaques, il fallait que je connaisse bien mon attaquant. Et honnêtement, la curiosité professionnelle et personnelle me rongeait. Je voulais savoir à quel point il était tombé bas. J'ai donné au détective les données de Javier, nom complet, adresse, détails de sa concession. J'ai été clair sur ce que je voulais, infos sur sa situation financière, dette, historique de crédit, problèmes légaux possibles et tout ce qui pouvait éclairer son vrai état. Je leur ai donné un délai. L'attente a commencé. Pendant que le détective travaillait, je me suis concentré sur la protection de ma propre vie. J'ai gelé mes rapports de crédit, renforcé la sécurité digitale, revu mes documents importants. Je sentais un calme étrange. Je n'étais plus sur la défensive, je ne réagissais plus seulement à l'attaque de Javier, j'agissais, je prenais le contrôle de la situation. J'ai parlé à la docteure Isabelle de ma décision d'enquêter sur Javier. Elle m'a aidé à explorer mes motivations. Étaient-ce de la pure vengeance ou un besoin de vérité pour enfin affronter ma famille avec force et non faiblesse? J'ai conclu que c'était les deux, et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. Javier avait franchi la ligne en premier. Les jours passèrent, le détective m'envoyait des mises à jour occasionnelles. Les premiers résultats étaient inquiétants, mais pas explosifs. Paiement en retard ici et là, crédit à la consommation, rien que Javier ne pouvait attribuer à un problème temporaire de trésorerie. Mais je savais que c'était juste la surface. J'attendais le rapport complet, la plongée profonde dans la réalité de sa vie dorée. L'anticipation grandissait, mêlée à une étrange appréhension. Je savais que ce que je découvrirais ne serait pas joli. Le rapport complet est arrivé. Un document dense rempli de données froides et de chiffres qui peignait un tableau désolant. Je me suis assis pour le lire. Mon café refroidissait sur la table. La façade de Javier s'effondrait page après page. Sa situation financière n'était pas seulement précaire, elle était catastrophique. Il n'avait pas une, mais 3 hypothèques sur la même propriété dont il se vantait tant. Les paiements mensuels étaient astronomiques et en retard. Son salaire de vendeur de voitures, même avec des grosses commissions, était variable, et après impôts et déductions, ne suffisait pas.
Il vivait bien au-dessus de ses moyens. Mais les hypothèques n'étaient que la partie visible. Le rapport détaillait une montagne de dettes supplémentaires, multiples prêts personnels à taux très élevés, soldes de cartes de crédit explosés. Et le plus inquiétant, des dettes importantes avec des personnes ou entités non bancaires, suggérant des prêts usuriers, ou pire, des dettes de jeu. Les paris n'étaient pas un passe-temps, c'était une addiction coûteuse qui le coulait. Il y avait des mouvements financiers étranges, transferts vers des maisons de paris en ligne, gros retraits en liquide. Son passé judiciaire était aussi trouble. En plus de nombreuses amendes pour excès de vitesse, correspondant à sa personnalité, il y avait des cas d'arrestation pour conduite sous influence, plusieurs, pas un seul. Et de multiples appels de la police à son domicile pour des troubles domestiques. Même si aucun chef d'accusation n'était en cours, cela montrait un conflit récurrent à la maison, peut-être lié au stress financier, à ses addictions ou à ses mensonges. L'image de la femme trophée et de la famille parfaite s'effondrait. Son crédit, évidemment, était un désastre complet. Un labyrinthe de défauts de paiement, restructuration ratée et un score au plus bas. Lui, le vendeur à succès qui conseillait les autres sur comment gérer leurs finances et acheter des voitures chères, ne savait pas gérer les siennes. J'ai refermé le rapport, un mélange de choc, tristesse et une amère validation. Ravière ne faisait pas que prétendre au succès, il vivait une dangereuse farce basée sur des mensonges et des dettes. Son besoin de me couler prenait un nouveau sens. Ce n'était pas seulement de l'envie, c'était du désespoir. Il voulait me tirer vers le bas pour ne pas se sentir seul dans sa chute. Il voulait prouver que j'étais le vrai problème pour justifier son propre désastre à lui-même et à mes parents. J'ai pensé à mes parents, si fiers de leur frère en or. Savaient-ils quelque chose? Probablement pas l'ampleur totale. Ravière était un maître des apparences, et ma sœur Sophia savait peut-être quelque chose. L'épouse trophée de Ravière, que savait-elle? Était-elle piégée dans sa farce? Le rapport entre mes mains était du pouvoir. Le pouvoir de me défendre, oui, mais aussi le pouvoir de détruire. Le prochain dîner dominical ne serait pas une simple torture, ce serait un champ de bataille où la vérité, dans toute sa laideur, serait révélée. Avec le rapport de Ravière en ma possession. Les jours avant ce dîner semblaient chargés d'électricité. Je savais que je devais y aller. Je ne pouvais plus me cacher ni les laisser vivre dans leur bulle de déni et de favoritisme. C'était le moment qu'ils affrontent la réalité, la mienne et surtout celle de Ravière. J'ai commencé à recevoir des appels de mes parents. Le ton était inhabituel, il n'y avait pas de condescendance, mais un intérêt presque fébrile. « Comment vas-tu, mon fils? Tout va bien dans ton travail? On a entendu dire que ça marche bien, c'est vrai ?» Leurs questions soi-disant innocentes visaient ma situation financière. Il était évident que Ravière, ou peut-être l'agence qu'il avait engagée, leur avait filtré la partie sur mon succès millionnaire. Ils ne s'intéressaient pas à mon bien-être, mais à mon portefeuille. Leur cupidité était si visible que ça faisait mal. Ils me traitaient avec un respect forcé et servile qu'ils n'avaient jamais montré avant. C'était nauséabond. Sophia m'a aussi appelé, elle semblait nerveuse. « Ricardo, tu vas bien ?» Je lui ai dit oui. « Maman et papa agissent bizarrement, » murmura-t-elle. « Ils posent beaucoup de questions sur toi, ton travail. » Elle n'a pas osé en dire plus, mais j'ai senti son malaise. Elle était prise au milieu de la tension qui montait. J'ai parlé à la docteure Isabelle des appels et du changement chez mes parents. Elle a souri tristement. Maintenant qu'ils savent que tu n'es pas un échec mais un succès, ils veulent en profiter. Prépare-toi, leur intérêt est économique, pas émotionnel. Elle m'a aidé à préparer des réponses, à rester ferme, à ne pas me sentir coupable de ne pas vouloir être leur distributeur automatique. La thérapie me donnait les outils pour cette confrontation. Je ne serai pas un enfant qui réagit par rancune, je serai un adulte défendant sa vie et sa dignité. J'ai décidé d'imprimer un résumé clair et lisible du rapport de Ravière. Points clés, dettes, hypothèques, passé judiciaire compliqué. Je l'ai mis dans une enveloppe très discrète. Je ne savais pas si je l'utiliserais, mais l'avoir me donnait une étrange sensation de contrôle. Je ne viendrai pas désarmé au combat. Le voyage vers la maison de mes parents semblait éternel. Chaque kilomètre pesait sur ma poitrine. Comment allait-il réagir? Allait-il tout nier? Se montrer doux encore une fois? Serait-ce la fin définitive de toute relation familiale? Je n'avais pas les réponses, mais j'étais prêt à les affronter. J'ai garé ma vieille voiture devant la maison, la même voiture qu'il voyait comme le symbole de mon prétendu échec. J'ai pris une grande inspiration, c'était l'heure. Je suis entré dans la maison et l'atmosphère était palpable, un mélange de tension, de malaise et une fausse artificialité nauséabonde. Mes parents se sont jetés sur moi avec un enthousiasme exagéré, des câlins qu'ils ne donnaient jamais, des sourires forcés qui ne leur arrivaient pas aux yeux. « Mon fils, quel plaisir que tu sois venu. Tu as l'air en forme, Ricardo. On était impatients de te voir.
Leur voix était sucrée. Ils se sont empressés de parler de mes réussites. Ton père et moi sommes tellement fiers. On a toujours su que tu avais du potentiel. Ils ignoraient commodément toutes ces années de critiques et de mépris. Leurs questions sur mon travail et ma vie devenaient de plus en plus directes, clairement dirigées vers ma richesse. Ton entreprise s'est vendue pour beaucoup d'argent, non? Tu continues d'investir? Tu gagnes assez pour vivre sans souci toute ta vie? C'était gênant. Leur intérêt purement financier était évident. Javier était assis à la table, pâle, mâchoire serrée. Sa femme regardait son assiette. Ses enfants étaient plus calmes que d'habitude, sentant la tension. Cousin Esteban, qui se moquait toujours de moi, me regardait avec un mélange de curiosité et de prudence. Oncle Carlos était dans son coin habituel, observant tout avec son regard perçant. Javier n'a pas supporté longtemps d'être le centre d'attention négatif. Il avait besoin de récupérer son statut de frère en or. Il a interrompu mes parents brusquement, a commencé à parler d'une voix plus forte et plus fébrile que d'habitude de ses dernières ventes, une supposée grosse promotion, un nouveau projet d'affaires, sûrement encore une farce. Ses vantardises étaient plus grosses que jamais, un écran de fumée désespéré pour cacher sa précarité. Je viens de conclure le plus gros contrat de ma carrière, presque une maison en commission. Le patron m'a dit que je suis l'avenir de la concession. Je pense investir dans une nouvelle affaire, quelque chose de gros qui me donnera l'indépendance financière totale. Ses yeux brillaient avec un mélange de sueur froide et de désespoir. Je l'ai regardé calmement. Je l'ai laissé parler. J'ai laissé mes parents l'écouter avec leur admiration habituelle, maintenant teintée peut-être d'un léger scepticisme à cause de ce qu'ils savaient de moi. C'était un spectacle triste. Quand il a fini, souriant avec une grimace forcée, j'ai gardé la voix calme. Félicitations Javier, on dirait que tout va très bien pour toi. J'ai utilisé ce mot avec une subtilité qu'ils comprendraient mais que mes parents passeraient probablement à côté. Il y a eu un silence, l'air est devenu lourd. J'ai senti que c'était le moment. Le silence après mon commentaire ironique était épais. Tous me regardaient. Javier avec des yeux pleins de colère contenue. Mes parents avec un mélange d'attente et de nervosité. Sophia se tortillait mal à l'aise sur sa chaise. J'ai décidé de porter le premier coup, pas avec colère, mais avec un calme calculé. Puisque nous sommes dans une soirée de transparence familiale, ai-je dit en faisant des guillemets avec mes doigts et en regardant mes parents, et puisque Javier a été tellement inquiet de ma vie qu'il a décidé d'enquêter. Pause dramatique. Je pense qu'il est juste que nous connaissions tous la vérité complète, pas seulement celle qu'il voulait chercher sur moi, mais celle qu'il cache sur lui-même. Les visages ont changé. Mes parents sont devenus pâles. « Javier, de quoi tu parles ?» cria-t-il d'une voix forte et tremblante. « T'es fou, toujours à inventer des drames. » Je suis resté calme. « Je ne mens pas, Javier. Je sais que tu as engagé un détective privé. Je sais que tu as essayé de fouiller dans ma vie et mon travail pour trouver quelque chose à utiliser contre moi, pour prouver à maman et papa que je suis un échec. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Et je sais pourquoi tu l'as fait, par désespoir, pour cacher ta propre vérité. » La pièce a explosé en un chœur de dénégation de Javier et de murmures nerveux de mes parents. « Mensonge, je n'ai jamais fait ça !» cria Javier. « Mes parents, Ricardo, s'il vous plaît, ne commence pas. Si tu l'as fait, Javier, ai-je dit d'une voix ferme, tu as fait une erreur qui m'a permis de savoir ce que tu faisais et une erreur qui m'a permis d'enquêter un peu moi-même. » J'ai sorti l'enveloppe de ma mallette, je l'ai tenue un instant en l'air. Javier voulait montrer un échec, j'ai continué, ma voix résonnant dans le silence tendu. Il voulait prouver que je suis un perdant, mais la vérité c'est que c'est lui qui est en ruine. La vie dorée qu'il montre est une farce totale. J'ai glissé l'enveloppe sur la table vers mes parents. Voici le résumé du rapport, le même type d'enquête qu'il a commandé sur moi, mais cette fois sur lui. Mes parents ont pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Ils ont commencé à lire, leurs yeux se sont ouverts pleins d'incrédulité et d'horreur. Les chiffres, les dettes, les problèmes légaux, la réalité froide et dure détruisaient l'image du frère en or devant leurs yeux. Javier s'est levé de sa chaise, furieux, humilié. « Fils de !» cria-t-il en se tournant vers moi avec une rage aveugle. « Comment oses-tu ? Tu as toujours été un putain d'envieux, un rancunier. Tu ne supportes pas que ça aille bien pour moi. Tu devais tout gâcher. » Il était hors de lui. Les cris de Javier résonnaient dans la maison. Mes parents, avec le rapport dans les mains, sont passés de l'horreur à la colère. « Javier, qu'est-ce que ça signifie ? » « 3 hypothèques, cria maman Elena. « Dette de jeu, ajouta papa Miguel, sa voix un murmure indigné. Javier, acculé, est devenu encore plus sauvage. Il ne pouvait pas attaquer les preuves, alors il m'a attaqué moi, mon existence. Toi est le coupable de tout,
m'a-t-il crié en me montrant du doigt, tremblant. Tu as toujours été un problème, un fardeau, une déception constante. Tu pensais qu'avec ton petit argent tu serais mieux que moi? Eh bien non, tu es toujours le même incapable d'avant. Il s'est approché de moi, le visage rouge de colère, et a lâché la phrase qui s'est plantée dans mon âme, celle que j'ai toujours su qu'au fond, peut-être même mes parents pensaient. Tu n'aurais jamais dû naître. Le cri a glacé le sang dans la pièce. Il y a eu un silence tendu et lourd. Les enfants de Sofia et Ravière, effrayés, ont commencé à pleurer. La femme de Ravière s'est levée brusquement, le regardant avec un mélange de peur et de dégoût. Mes parents, momentanément distraits de mon existence par l'ampleur du désastre de Ravière, ont essayé pitoyablement de reprendre le contrôle. Ravière, tais-toi, ne dis pas ces choses. Assieds-toi. Ils ne me défendaient pas, ils voulaient juste arrêter le scandale qui gênait leur façade parfaite. Mais c'était trop tard, la farce s'était effondrée. La vérité, dans toute sa laideur, était étalée sur la table. J'ai regardé Ravière, puis mes parents. J'ai senti la douleur de leurs mots, la trahison des années de favoritisme, la cruauté de cette dernière insulte. Mais j'ai aussi senti une étrange tranquillité. C'était la confirmation définitive. Tout ce que je soupçonnais, tout ce que je craignais était vrai. Voilà la vérité, ai-je dit d'une voix calme mais ferme, en contraste avec le chaos autour de moi. Vous étiez fiers du frère en or, du succès. Vous vous moquiez de moi, de l'échec. Vous jugiez ma vie sans rien savoir. Lui, il vivait un mensonge construit sur des dettes et des apparences. Moi, je vivais modestement avec la sécurité que j'avais gagnée par mon travail. Mes parents, avec le rapport de Ravière en main, ont commencé à se disputer entre eux et avec lui. Comment as-tu pu nous mentir comme ça, Ravière? D'où vient tout cet argent en dette? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La conversation a dévié sur la logistique de la catastrophe de Ravière, leur colère contre lui, leur peur du scandale. Pour un moment, je suis redevenu presque invisible, même au milieu du chaos que j'avais déclenché. Cousin Esteban, qui était resté bouche bée, a commencé à murmurer quelque chose, peut-être se sentant trahi par son idole. Oncle Carlos regardait tout avec une profonde tristesse dans les yeux. Sofia pleurait en silence, regardant la scène avec horreur. Le dîner qui avait toujours été un rituel de façade et d'oppression subtile était devenu une zone de guerre émotionnelle à ciel ouvert. Des années de rancune, de comparaisons injustes, de vérités cachées ont explosé en même temps. Et au centre de tout, moi, l'échec qui avait mis au jour la ruine de l'or. Alors que le chaos des dettes de Ravière prenait le contrôle de la table, mes parents, dans un dernier geste désespéré pour détourner l'attention de leur fils en or et surtout pour justifier leur soudain intérêt pour ma richesse, ont lancé leur attaque finale. Une attaque calculée pour me blesser et en même temps créer une excuse pour me demander de l'argent. Maman Elena s'est tournée vers moi, les yeux rouges mais pleins d'une colère fabriquée. « Et toi, Ricardo » cria-t-elle d'une voix tremblante de fausse colère. « Avec tout l'argent que tu avais caché, tu aurais pu aider ta nièce. Elle était malade, elle avait besoin d'une opération légère, d'un appareil dentaire très cher, d'une thérapie longue, et nous n'avions pas les moyens de payer. On a souffert pendant que toi tu vivais, qui sait comment, sans rien dire. Je suis resté muet un instant. Maria malade, besoin d'aide, personne ne m'avait rien dit. Personne. Ni Sofia, ni mes parents, ni même Ravière dans ses pitoyables tentatives d'inquiétude, ils mentaient, exagéraient un petit problème pour en faire une tragédie, me blâmer et ouvrir la porte à une demande d'argent. Je l'ai su tout de suite, c'était une manipulation cruelle, utilisant une enfant pour me frapper. J'ai regardé Sofia, assise la tête baissée, pleurant. À ce moment-là, elle a levé les yeux vers moi, son visage était un mélange de douleur, de honte et une supplique silencieuse. Elle a légèrement secoué la tête, presque imperceptiblement, confirmant sans mots que l'histoire de la maladie grave était au moins une énorme exagération, voire un mensonge total inventé à la va-vite. Son petit acte d'honnêteté au milieu de la folie a été une encre. Je me suis repris. Ma voix, bien que blessée par la cruauté, était ferme. Maman, papa, personne ne m'a dit que Maria était malade. Personne ne m'a demandé d'aide. Comment pouviez-vous attendre que je sache que vous aviez besoin de quelque chose si vous m'excluiez de tout? Si vous pensiez que je travaillais encore dans cette boutique de BD fermée il y a des années? Je leur ai rappelé, non pas par colère mais par tristesse désespérée, que leur propre déni de ma vie m'empêchait de faire partie de la leur, pour le bon et pour le mauvais. Vous n'avez pas voulu voir ma vraie vie, ai-je continué en m'adressant à eux deux. Vous n'avez vu que celle qui collait à votre histoire. Et maintenant que vous savez que je ne suis pas un échec mais que j'ai réussi, vous me reprochez de ne pas avoir deviné que vous aviez besoin d'argent. Votre intérêt est transparent et franchement répugnant. La dispute est devenue un tourbillon d'accusations croisées, les cris de Ravière, les lamentations de mes parents sur la famille détruite, comme si j'étais le seul coupable, les pleurs des enfants effrayés.
L'air était irrespirable. J'ai regardé autour de moi. Ravière, image même de la ruine furieuse. Mes parents avec la cupidité et la peur gravées sur leur visage. Sophia, un paquet de nerfs et de tristesse. Les autres, témoins mal à l'aise. Il n'y avait plus rien à dire, rien à prouver. J'avais dit la vérité, exposé la farce. Il ne restait plus qu'à fuir l'effondrement. Le cœur battant fort et un nœud dans la gorge, je me suis levé de la table. Les chaises ont crissé. Les cris n'ont pas cessé tout de suite. J'ai fini, ai-je dit d'une voix étonnamment calme au milieu du vacarme. Je n'ai plus rien à faire ici. Mes parents ont essayé de m'arrêter, leur voix un mélange de panique et de reproche. Ricardo, ne pars pas comme ça, il faut qu'on parle. Ravière a lâché une dernière insulte dans mon dos. Je les ai tous ignorés, j'ai marché vers la porte d'entrée. J'ai senti leur regard planté dans mon dos, la tension dans la pièce. Je ne me suis pas retourné. J'ai ouvert la porte et suis sorti dans l'air frais de la nuit. J'ai refermé la porte derrière moi et le bruit étouffé de la tempête dans la maison est resté derrière. J'ai marché vers ma voiture, mon vieux Saturne, mon compagnon silencieux, le symbole de ma vie discrète face à l'ostentation vide. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et j'ai quitté la maison de mes parents. J'ai conduit sur les routes sombres et calmes, loin du village qui n'a jamais été un vrai chez moi. Les mots de Ravière, la cruauté du mensonge de mes parents, le choc sur le visage de Sophia, tout ça tournait dans ma tête. J'ai senti la douleur aiguë de la blessure, la tristesse de la perte d'une famille qui n'a jamais vraiment existé. Mais sous tout ça, j'ai commencé à ressentir autre chose, une étrange et silencieuse liberté. J'avais vécu des années sous le poids de leur jugement, de leur mépris, du besoin de cacher qui j'étais. J'avais supporté les dîners humiliants, les comparaisons, les fausses attentes. Maintenant, la vérité était dehors. La farce de Ravière, mon propre succès secret, tout était révélé. Ça avait explosé, oui, de la pire façon possible, au milieu d'un dîner. Mais ça avait explosé. Je suis arrivé à mon appartement en ville, mon sanctuaire. Je suis entré, le silence m'a accueilli. C'était un silence paisible, différent du silence oppressant et plein de demi-vérités de la maison de mes parents. J'étais épuisé émotionnellement, vidé. Je me suis assis sur le canapé, regardant le plafond. Est-ce que toute cette douleur en valait la peine? Je ne le savais pas, mais je savais que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge, la farce, l'oppression. La bataille était finie. J'avais gagné la bataille de la vérité, mais perdu. Oui, perdu l'illusion d'avoir une famille normale. Et ça, étrangement, ça ressemblait à la fois à une victoire et à une défaite. Les semaines qui ont suivi ce dîner ont été une montagne russe émotionnelle. La fatigue initiale a laissé place à des vagues de colère, de tristesse, de regret et parfois à une étrange euphorie libératrice. La phrase de Ravière, « Tu n'aurais jamais dû naître », tournait dans ma tête, mais elle perdait un peu de son pouvoir à chaque fois. C'était une blessure, oui, mais aussi la preuve de sa propre misère. J'ai augmenté mes séances avec la docteure Isabelle. J'avais besoin d'aide professionnelle pour tout gérer. Elle m'a rappelé que ma réaction, bien que violente, était l'aboutissement d'années de dynamique familiale toxique. Elle m'a aidé à comprendre que ce n'était pas ma faute, que je ne pouvais pas réparer ma famille, que leur comportement, leur cupidité soudaine, leurs mensonges cruels, étaient un reflet de leur propre manque et peur, pas de ma valeur comme personne. Comme la docteure Isabelle l'avait prévu, les tentatives de contact de mes parents n'ont pas cessé, mais ont changé radicalement. Il n'y avait plus de sermons condescendants. Maintenant c'étaient des appels et messages oscillant entre un intérêt inquiet pour mon bien-être et surtout un besoin évident d'aide financière. Ravière a de gros problèmes, on a besoin d'aide pour des dépenses inattendues, la famille doit se soutenir. Le masque était complètement tombé, il voulait mon argent. Mettre des limites fermes est devenu ma priorité. Ce n'était pas facile. Je ressentais de la culpabilité, le vieux conditionnement familial. Mais guidé par la docteure Isabelle, j'ai appris à répondre de façon concise, à ne pas me justifier, à dire non sans excuse. Je ne peux pas aider financièrement en ce moment. S'ils insistaient, je raccrochais ou ne répondais plus. C'était épuisant, mais nécessaire. Ce n'était pas un mur impénétrable, mais un fort pour me protéger. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Sophia. Elle a parlé timidement au début, puis a éclaté en sanglots. Elle s'est excusée pour le dîner, pour le mensonge sur la maladie de sa fille. Elle a confirmé que ce n'était pas aussi grave qu'il l'avait fait paraître, que ses parents et probablement Ravière avaient exagéré sur le moment pour me manipuler. Elle m'a raconté un peu la situation à la maison, le chaos à cause des dettes de Ravière, les disputes constantes. Je n'ai pas justifié son passif passé, mais j'ai compris un peu mieux sa position, prise entre ses propres peurs et une loyauté toxique. Nous avons eu une conversation honnête, peut-être la plus honnête que nous ayons jamais eue.
Nous avons décidé d'essayer de garder un contact limité, peut-être hors de l'influence directe des autres. C'était un petit rayon d'espoir au milieu des cendres. J'ai aussi pris des mesures pratiques. J'ai gelé mon crédit définitivement, consulté un avocat sur les implications légales de l'enquête de Ravière et la révélation de mes données. Je me suis assuré que mes affaires financières étaient complètement protégées. Je ne faisais confiance à personne dans ma famille pour ne pas tenter quelque chose. Avec le temps, j'ai accepté la réalité. Ma famille telle que je la connaissais était cassée, et je ne pouvais ni ne devais la réparer. La distance, physique et émotionnelle, est devenue ma nouvelle normalité. Les appels de mes parents se sont espacés puis ont presque cessé. Je suppose qu'ils ont compris qu'ils n'auraient pas mon argent. Le silence qui a suivi a parfois été douloureux, mais bien plus sain que le bruit toxique d'avant. J'ai beaucoup réfléchi à mon passé, à mes parents, à Ravière. Je ne les déteste pas. Je ressens une profonde tristesse pour eux, coincés dans leurs propres illusions, leur cupidité, leurs insécurités. Ils n'ont jamais pu voir au-delà de leurs attentes et peurs. Ils n'ont jamais pu me voir moi. Et j'ai compris que ce n'était pas un reflet de ma valeur, mais de la leur. Le chemin à venir semble parfois un peu solitaire. La blessure familiale laisse un vide. Je pense à l'avenir. Trouverai-je une partenaire qui comprenne mon histoire, mon besoin de limite avec ma famille d'origine? Comment construirai-je ma propre famille, basée sur l'honnêteté, le soutien et l'acceptation, pas sur les apparences et la manipulation? Ce sont des questions importantes qui me préoccupent mais me poussent aussi en avant. Je considère sérieusement déménager dans une autre ville, encore plus loin. Un nouveau départ, dans un endroit où mon histoire ne sera pas liée à celle de ma famille. Où je pourrai être simplement Ricardo, sans les étiquettes d'échec ou de millionnaire secret. Je ne cherche plus leur approbation. Je ne me définis plus par leur jugement ou attente. Je me définis par ma capacité à survivre, à construire, à chercher ma propre paix et bonheur, même quand la vie et les proches me frappent. Le dîner de la vérité a été la fin d'une ère douloureuse. La farce est terminée, la cage dorée s'est brisée. L'histoire de ma famille, avec son drame, ses mensonges et son effondrement, est arrivée à son apogée. Mais ma propre histoire, celle que j'écris jour après jour, ne fait que commencer. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. S'il y aura un jour une sorte de réconciliation superficielle avec certains d'entre eux, j'en doute sérieusement, surtout avec Ravière et mes parents, peut-être avec Sophia. Si je trouverai l'amour et construirai cette famille saine que je désire. Mais je suis sur mon propre chemin, un chemin que j'ai choisi, basé sur la vérité et l'acceptation de soi. Et cela, après tout, est le plus grand succès que je pouvais atteindre. L'histoire s'arrête ici, avec mon chemin qui commence à peine, plein d'incertitudes mais aussi d'une nouvelle et forte espérance.